Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la suite des capsules vidéo concernant la recherche opérationnelle. Dans cette vidéo, on va essayer d'entamer la notion de la dualité. Si on parle de la dualité, alors on peut dire que la dualité est une notion très importante et essentielle en programmation linéaire. À un programme linéaire donné, que nous appelons primal, l'ensemble des programmes linéaires qu'on a élaborés jusqu'à maintenant, ce sont des programmes linéaires primals. L'opération de dualité, c'est d'associer un autre programme linéaire qu'on appelle dual, qui ne sera défini qu'à l'aide des mêmes et les seules données du primal. Donc on a un programme primal. La dualité, c'est d'associer à ce programme primal un programme dual en utilisant les mêmes, les mêmes données. La question qui se pose, c'est pourquoi associer notre programme à notre programme primal. Donc, la dualité présente un double intérêt. Alors, si on peut dire un double intérêt, le premier, c'est que, d'une part, le programme dual a une interprétation économique importante. Alors, elle constitue une autre vision du programme initial primal. C'est-à-dire, on peut voir notre programme primal ou bien notre problème d'un autre angle différent du premier. Alors comme ça, on peut interpréter notre problème autrement. Donc en particulier, la dualité permet de montrer qu'un problème d'allocation optimale des ressources, si on a un problème d'allocation optimale des ressources, alors, est aussi un problème pour la tarification optimale de ces ressources. Donc, on distingue qu'on peut interpréter le même problème de deux visions d'effets différentes. Alors, d'autre part, les propriétés liant le programme primal et son dual permettront de résoudre des problèmes de minimisation en termes de maximisation, ce qui est souvent plus facile, et ou bien de développer de nouveaux algorithmes qui se révéleront plus performants dans un très grand nombre de situations. C'est ce qu'on va essayer de voir au fur et à mesure dans cette capsule vidéo. Voilà, on va voir comment construire un modèle dual. Alors, on considère le problème de la direction de l'usine de fabrication de meubles qu'on a vu précédemment. On a un problème d'une usine de fabrication de meubles qui fabrique deux types de meubles M1 et M2 en utilisant les trois ateliers, l'atelier de menuiserie, d'assemblage et de vernissage, sachant que le profit pour le bureau, ou bien le modèle M1, c'est 300 dirhams, et pour le bureau M2, c'est 200. Et le temps nécessaire, ou bien les ressources disponibles, les ressources disponibles des 20 heures pour l'atelier de menuiserie, 22 heures pour l'assemblage et 12 heures pour l'atelier de vernissage. Donc, on a élaboré le programme linéaire suivant. On cherche toujours à maximiser le profit. Alors 300x1, c'est le profit à retirer du modèle M1, c'est 300. 200x2, c'est 200, c'est le profit à retirer du bureau M2. Selon, ou bien sous les contraintes suivantes, avec x1, c'est le nombre de bureaux M1 à fabriquer, et x2, c'est le nombre de bureaux M2 à fabriquer. Donc on a un programme primal de gestion des ressources disponibles, à savoir l'atelier de menuiserie, l'atelier d'assemblage et l'atelier de vernissage, pour maximiser le profit attiré après la production de ces deux modules. Supposons qu'un client voudrait acheter la totalité des ressources disponibles. Alors, déjà, les ressources disponibles sont l'atelier de menuiserie, d'assemblage et de vernissage. Supposons qu'un client, il veut acheter ces ressources disponibles. Donc, le directeur de l'usine, il acceptera cette proposition si le prix offert par le client lui apporte le même prix ou bien le même profit provenant de la vente des bureaux. Donc, le directeur de l'usine, il acceptera la proposition du client si le prix offert par le client, elle apporte le même profit au même plus. Alors, provenant de la vente des bureaux. Donc, pour cela, on va associer un prix unitaire à chaque ressource. Par exemple, Y1, c'est le prix d'une heure de menuiserie. Y2, le prix d'une heure d'assemblage. Y3, le prix d'une heure
de vernissage. Déjà, la disponibilité des ressources. Alors, 20 heures de menuiserie, 22 heures d'assemblage et 12 heures de vernissage. Donc, on a associé à chaque ressource un prix unitaire. Sachant que les ressources disponibles sont les ateliers de menuiserie, d'assemblage, de vernissage et la capacité disponible de chaque atelier est décrite comme suit. Donc, le client, bien sûr, il va chercher à minimiser les frais des ressources. Elle cherche à acheter les ressources disponibles, oui, mais elle va chercher à minimiser les frais d'achat. Alors, qu'est-ce qu'elle va acheter? Elle va acheter 20 heures disponibles de l'atelier de menuiserie. Et pour chaque heure de l'atelier de menuiserie, on a associé le prix Y1. Donc, 20 Y1. C'est le prix d'achat des ressources de l'atelier de menuiserie. Plus 22 Y2, c'est pour l'atelier d'assemblage, et 12 Y3. Donc, le client cherche à minimiser ses frais d'achat. Et bien sûr, sous les contraintes que le prix, ou bien que les prix, satisfont la direction de l'usine. Donc, on récapitule, ou bien on reprend pour mieux comprendre. Alors, la production de chaque bureau M1 nécessite 1 heure de menuiserie, 2 heures d'assemblage et 1 heure de vernissage. Donc, le revenu engendré par la vente de ces ressources, c'est-à-dire le revenu engendré par la vente des ressources nécessaires pour fabriquer un bureau M1, c'est Y1, plus 2Y2, 1 heure de menuiserie, 2 heures d'assemblage et 1 heure de vernissage. Donc, voilà le revenu engendré par la vente des ressources nécessaires pour la fabrication d'un bureau M1. Et on sait que le profit engendré par la production et la vente d'un bureau M1 est 300 dirhams. Donc, c'est le revenu engendré par la vente des ressources nécessaires pour la fabrication du bureau M1, le profit engendré par la production et la vente du bureau M1. Donc, la contrainte imposée par le primal sur le dual est, c'est-à-dire le prix des ressources nécessaires pour la fabrication d'un bureau M1 doit être supérieur ou égal au prix ou bien au profit engendré par la production et la vente du bureau M1. Et on trouve Y1 plus 2Y2 plus Y3 supérieur ou égal à 300. Alors d'une manière similaire, la production de chaque bureau M2 nécessite 2 heures de menuiserie, 1 heure d'assemblage et 1 heure de vernissage. Et le revenu engendré par la vente de ces ressources est 2Y1 plus Y1, c'est le prix unitaire d'1 heure de menuiserie, plus Y2 plus Y3. Et on sait que le profit engendré par la production et la vente d'un bureau M2 est de 100. Donc pour que le prix soit compétitif, il faut que le profit ou bien le revenu engendré par la vente des ressources doit être supérieur ou égal au profit engendré par la production et la vente du bureau M2. Et bien sûr, le prix de vente des ressources Y1, Y2, Y3 sont bien sûr posés positifs. Donc, on peut dire que le problème du client est le problème dual suivant. Donc, on a le problème primal, initial, associé à la direction de l'usine. Et on a le problème dual associé au client. Donc, on a associé à notre programme primal un autre programme dual en utilisant les mêmes données. Alors maintenant, on va voir quelques caractéristiques de la dualité. Alors la dualité est caractérisée par un ensemble de règles suivantes. Donc la première des choses, le sens de l'optimisation est inversé. Lorsqu'on parle de maximisation dans le programme primal, alors on parle de minimisation dans le dual et inversement. Alors deux, les coefficients de la fonction objectif ou bien la fonction économique du primal deviennent les seconds membres des contraintes duales. Et les seconds membres des contraintes primales deviennent les coefficients de la fonction économique ou bien de la fonction objectif
de dual. Donc on inverse les rôles. Les coefficients de la fonction objectif primale deviennent second membre des contraintes et le second membre des contraintes devient les coefficients de la fonction objectif. Les signes dans les inégalités des contraintes ou dans la contrainte de positivité, ou bien dans les contraintes de positivité des variables de décision, alors suivent des règles précises et bien déterminées de transformation. C'est ce qu'on va essayer de voir dans la diapositive suivante. Et comme le programme dual du dual et le programme primal, donc si on a un programme primal, on a fait le dual de ce primal et on a fait le dual du dual, donc on va se retrouver dans le programme primal. Donc il vient donc de parler d'une paire de problèmes de programmation linéaire liés liés par la dualité. Alors, on va voir dans le tableau suivant, alors l'ensemble des règles à suivre pour associer un programme primal ou bien associer un programme dual à un programme primal. Donc, si on parle de maximisation vers minimisation ou bien minimisation vers la maximisation. Donc, la première des choses, le nombre des contraintes dans le programme primal, ça devient le nombre de variables de décision dans le programme dual. Et inversement, le nombre de variables de décision dans le primal, ça devient le nombre des contraintes dans le dual. Alors, en ce qui concerne les types de contraintes, si on passe de la maximisation, le passage de la maximisation vers un programme dual de minimisation, alors égalité, ça devient quelconque, c'est la négation d'égalité, c'est-à-dire quel que soit le signe quelconque. Alors, inférieur, ça devient supérieur ou égal. Supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Et concernant les types de variables de décision, se transforme, le signe des types de variables de décision se transforme en signe de type de contrainte. Alors, si on a une variable de décision quelconque, alors elle se transforme en égalité. Alors, supérieur ou égal, ça reste toujours la même. Inférieur ou égal reste toujours la même. Alors, pour mieux comprendre, on va prendre des exemples. Alors, par exemple, on a le programme primal suivant. Donc, les étapes à suivre pour élaborer le dual. Alors, la première des choses, on va transformer le second membre vers les coefficients de la fonction objectif dual. Et bien sûr, le sens d'optimisation est changé. Lorsqu'on parle de maximisation dans le primal, on parle de minimisation dans le dual. Voilà le second membre, 14 plus 12 plus 12, y3. Après l'étape suivante, on va faire la transposée de la matrice. Voilà cette matrice 1, 1, moins 2, 3 et 2, moins 1. C'est quoi la transposée? C'est de changer, inverser les colonnes vers les lignes et les lignes vers les colonnes. Et bien sûr, c'est quoi le second membre du dual? C'est les coefficients de la fonction objectif du primal. Donc voilà la transposée de la matrice. Donc on a 1, y1, moins 2, y2, plus 2, y3. Deuxième contrainte, y1 plus 3, y2 et moins y3. Et le second membre, c'est les coefficients de la fonction objectif 1, 3. Et bien sûr, on ajoute les variables de décision y1, y2, y3. Alors maintenant, on va voir comment attribuer les signes. Alors on a un problème de maximisation vers un problème de minimisation. Donc la première des choses, c'est on s'intéresse aux signes des contraintes. Alors, les signes de contrainte dans minimisation, alors elle est déterminée par le type de variable de décision dans le primal. Donc, si le variable de décision est quelconque, ça devient égalité. Alors, on a x1 supérieur à 0. Donc, x1 supérieur à 0, donc ça devient toujours supérieur. Voilà. x2 supérieur. Donc, toujours pour la deuxième contrainte, supérieur, supérieur. Voilà, c'est supérieur. Alors, en ce qui concerne les variables de décision, alors, ce qui détermine les types de variables de décision, c'est les types de contraintes dans le primal. Alors, la première contrainte, on a inférieur ou égal. Ça devient supérieur ou égal. Deuxième contrainte, détermine le signe de deuxième variable de décision dans le dual. Inférieur, ça devient supérieur. Et la même chose pour troisième contrainte, inférieur, ça devient supérieur. Donc, on va voir un deuxième exemple. Donc, minimiser
Z égale 60x1 plus 90x2 sous un ensemble de contraintes. Donc la première des choses qu'on va essayer de faire, on va changer les rôles. Les coefficients de la fonction objective, ça devient les seconds membres. Second membre, ça devient les fonctions de la fonction objective. Après, on va faire la transposée de la matrice. On cherche le signe des contraintes et des variables de décision. Donc, si on passe d'un programme de minimisation vers un programme de maximisation. Donc, ce qui détermine le signe des contraintes, c'est les variables de décision. Donc, pour un problème de minimisation, voilà. Type de variable principale. Alors, on a supérieur, x1 supérieur, x2 supérieur. x1 supérieur à 0, x2 supérieur à 0. Donc, si x1 supérieur, alors ça devient dans les contraintes inférieures. Donc, c'est ce qu'on a mis inférieur. La même chose, x2 supérieur, deuxième contrainte, c'est inférieur. Alors, ce qui détermine le signe des variables de décision, c'est le signe des contraintes dans le primal. Donc, le type de contrainte supérieure, ça reste toujours supérieur dans le type de variable de décision du dual. Donc, supérieur à 0. Deuxième contrainte, supérieure à 0. Et de même pour troisième, elle est supérieure à 0. Donc voilà, c'est l'ensemble des règles à suivre pour faire le passage d'un programme primal à un programme dual. Et on va essayer de voir des exercices dans ce sens dans les vidéos suivantes. Alors maintenant, on va voir un théorème très important dans la dualité. C'est la théorème, ou bien c'est le théorème, pardon, des écarts complémentaires. C'est comment retrouver une solution d'un programme avec la solution de l'autre, ou bien autrement dit, comment déduire la solution d'un programme dual en exploitant la solution de primal, et inversement, comment trouver la solution de primal en connaissant la solution du dual. Donc, si on note x la solution optimale du primal, y la solution optimale du dual. Donc, si xg est supérieur à 0, alors la gm contrainte du dual est saturée. Alors, supposons on a un programme primal avec deux variables de décision, x1 et x2. Alors, si x1 est supérieur à 0, ça signifie que la première x1, si je dis si x1 supérieur à 0, ça signifie que la première contrainte du dual est saturée. Alors, si la gm contrainte du dual n'est pas saturée, alors xg est égal à 0. C'est par exemple si la troisième contrainte du dual n'est pas saturée. On a trouvé la solution dual, on trouve que la troisième contrainte du dual n'est pas saturée. Par exemple, alors on peut déduire que x3, c'est la variable correspondante associée dans le primal, est égal à 0. Alors, de même, si y est supérieur à 0, alors la ième contrainte du primal est saturée. Et si la ième contrainte du primal n'est pas saturée, alors yi égale à 0. Alors, pour mieux comprendre, on va essayer de prendre un exemple. Donc, appliquons le théorème des écarts complémentaires au programme linéaire suivant. Donc, on a un programme de maximisation. Maximiser z égale 15x1 plus 25x2 sous les contraintes. Alors, la solution optimale du primal est la suivante. Donc, on a x1 égale à 12 et x2 égale à 28. Donc, on cherche, c'est quoi la solution du dual à partir de la solution du primal. Donc, le dual pour ce programme, déjà, si on a maximisé, ça devient minimisé. Minimiser 96 y1 plus 40 y2 plus 238 y3. On a dit que le nombre de contraintes, ça devient le nombre de variables de décision. Et le nombre de variables de décision, ça devient le nombre de contraintes dans le dual. Donc, on va obtenir un programme de minimisation avec trois variables de décision et deux contraintes. Donc, maintenant, on va chercher à déduire, c'est quoi la solution de dual à partir du primal. Donc, la dernière contrainte, alors si on remplace x1 et x2 dans les contraintes, donc on trouve que x1 plus 3x2, 12 plus 3 fois 28 égale à 96. Donc la première contrainte est saturée. Deuxième, 12 plus 28 égale à 40, donc elle est saturée. 7 fois 12 plus 4 fois 28, alors n'est pas saturée. Le résultat,
n'est pas 238. Donc, on constate que la troisième contrainte, ou bien la dernière contrainte, c'est une contrainte qui n'est pas saturée, c'est une contrainte marginale. Donc, la variable duale associée est égale à zéro et nulle. Et c'est quoi la variable duale associée à la troisième contrainte du primal? C'est y3. Si on trouve deuxième contrainte, c'est y2, et ainsi de suite. Donc, on peut déduire que y3 est égal à zéro. C'est la première des choses. Après, alors, on connaît déjà que x1 il est supérieur strictement à 0 et x2 supérieur strictement à 0. Alors, si xg est supérieur à 0, alors la gm contrainte du dual est saturée. Donc, si x1 supérieur à 0, la première contrainte dual est saturée. Si x2 supérieur strictement à 0, la deuxième contrainte dual est saturée. Et voilà. Donc, y1 plus y2 plus 7y3 est égal à 15. Et 3y1 plus y2 plus 4y3 est égal à 25. Et puisqu'on connaît déjà que y3 égale à 0, donc on va éliminer y3 et on obtient donc le système suivant. y1 plus y2 égale à 15. 3y1 plus y2 égale à 25. Et on peut déduire par la suite facilement la valeur de y1 et y2, sachant que y3 égale 0. Donc voilà, c'est le principe du théorème des écarts complémentaires permettant d'obtenir la solution d'un programme à partir de l'autre en exploitant la notion de dualité. Alors pour mieux comprendre les choses, alors on va essayer de voir un exercice d'application rapide. Donc on a un programme linéaire de minimisation avec quatre contraintes et trois variables de décision. Donc la première des choses, donner le dual du programme P. Alors, en poursuivant la même démarche qu'on a vue précédemment. Deuxième question, résoudre le programme dual par l'algorithme du simplex. Et 3, déduire la solution optimale du primal à partir de la solution obtenue du dual. Donc la première des choses, alors on va essayer d'écrire le dual de ce programme. Déjà, les règles à suivre sont claires. Alors, le sens d'optimisation est inversé. On va parler dans le dual d'un problème de maximisation. Alors, les coefficients de la fonction objectif, ça devient les seconds membres. Alors, on a un programme linéaire primal avec trois variables de décision. Donc, dans le dual, on va y avoir trois contraintes. Et on a quatre contraintes dans le programme primal. Donc, dans le programme dual, on va trouver quatre variables de décision. Donc, la première des choses, alors la fonction objectif dual est la suivante. Donc, 10y1 plus 15y2 plus 60y3 plus 95y4. On va faire la transposée de la matrice. Donc, la première, les éléments de la matrice sont 1, 0, 0, x1 plus 0, x2 plus 0, x3. Deuxième contrainte, 0, 1, 0. 0x1 plus x2 plus 0x3. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Alors, si on fait la transposée, on change les lignes vers les colonnes et les colonnes vers les lignes. Donc, 1, 0, 1, 2 et ainsi de suite. Donc, le dual du programme primal est le suivant. Maximiser Z, pardon, maximiser W égale. Alors, 10y1 plus 15y2 plus 60y3 plus 95y4. Alors, les signes, on a alors x1 supérieur à 0. Donc, le signe du premier, ou bien de la première variable de décision, détermine le signe de la première contrainte duale. Donc, supérieur, ça devient inférieur. La même chose pour deuxième, supérieur, ça devient inférieur, et supérieur, inférieur. Alors, pour les variables de décision duales, alors elles sont déterminées par les signes des contraintes. Donc on a la première des choses supérieure, supérieure et supérieure à 0 pour l'ensemble des variables de décision. Donc on a élaboré le programme dual de notre programme primal. Alors maintenant, on passe à la résolution du programme dual par la méthode simplex en introduisant les variables d'écart
puisqu'on a un problème de maximisation et les contraintes du type inférieur ou égal. Donc, on n'en aura pas besoin des variables artificielles pour appliquer la méthode simplex. Donc, on trouve le tableau simplex final suivant. Alors, le critère d'arrêt est satisfait. Donc, la solution optimale du programme est la suivante. Donc, y1 égale à 0, y2 égale à 4, y3 égale à 0, y1 égale à 1. Donc, c'est la solution obtenue à partir du tableau, du tableau simplex. Alors maintenant, on cherche à déduire c'est quoi la solution optimale du programme primal. Donc, la méthode à suivre est la suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer alors la solution optimale de dual dans les contraintes en cherchant une contrainte marginale qui n'est pas saturée. Donc, pour déduire la solution du primal. Donc la troisième contrainte n'est pas saturée. Donc si on remplace y1, y2, y3, y4 dans les contraintes, on trouve que la troisième contrainte, y3 plus 2, y4, n'est pas saturée. C'est une contrainte marginale. Alors cela signifie que la variable duale associée est nulle. Donc x3 est égal à 0. Alors après, on remarque que y2 est égal à 4. Donc y2 il est supérieur strictement à 0. Donc on peut déduire que la deuxième contrainte du primal est saturée. Y4 aussi supérieur strictement à 0. Donc la quatrième contrainte est aussi saturée. Donc Y2, Y4 supérieur strictement à 0. Donc la deuxième et quatrième contrainte primale sont saturées. Voilà, x2 égale à 15. 2x1 plus x2 égale à 80, 95. Donc on a éliminé 2x3 car on connaît que x3 est égal à 0. Donc on peut déduire directement la solution du primal x1 égale à 40, x2 égale à 15, x3 égale 0 avec z égale 100, 151. Donc on parle d'une dualité forte. C'est z de la solution optimale est égal à w de la solution. Si z de notre programme primal est égal à z du programme du dual. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a essayé de présenter brièvement la notion de la dualité dans la programmation linéaire et comment associer un programme dual à un programme primal, quelles sont les caractéristiques de la dualité et le principe du théorème des écarts complémentaires permettant de déduire la solution d'un programme à partir de son dual associé et vice-versa. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine vidéo dans laquelle on va essayer de voir une autre notion très importante, c'est l'analyse de sensibilité ou bien l'analyse post-optimale.